Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, Fred, Jérémy et notre invité spécial de cette émission, Stella. Bonjour les amis. Bonjour. Alors Stella est une pote également de la fac qui est très investie dans le ciné-club de l'assaut de cinéma et qui est aussi une fan de films d'horreur et de festivals d'horreur. Par exemple, t'as fait lesquels ? J'ai pu notamment faire l'année dernière, les 2 années d'affilée, j'ai fait l'Étrange Festival à Paris. J'ai aussi fait le PIF l'année dernière et je vais le refaire cette année. Et j'ai pu faire Cinéma Interdit aussi, les 2 éditions. Ah oui, j'ai fait le ARF aussi à Namur, en Belgique. Ah oui, pas mal. Ça fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de festivals. Ça fait beaucoup. Et Gérard Armé 2024. J'ai pas fait Gérard Armé encore, j'espère vraiment le faire un jour. Vu que t'es une très grande fan de films d'horreur, on a décidé de parler de films français. Ouais. Puisque Le film d'auteur. des films français sont à l'affiche de cette émission, puisqu'on va parler en groupe de L'Amour Ouf, la très ambitieuse adaptation du roman du même nom par Gilles Lelouch, et du nouveau Alain Guiraudy qui s'appelle Miséricorde, qui a failli représenter la France aux Oscars, et que Fred n'a cessé d'en parler depuis qu'il a vu en avance de tout le monde. Fred est la raison pour laquelle on parle de Miséricorde. Oui, je suis trop content. N'oublions pas les quelques rattrapages puisque Jérém est en vacances et qu'il a donc eu le temps d'aller voir Transformers le commencement. On a aussi rattrapé Le Robot Sauvage. T'as vu d'autres films, je sais plus lesquels. Oui, Monsieur Aznavour également, et Challenger. Moi j'ai vu Sauvage et j'ai également vu Smile 2, je sais pas si on comptait en parler. Si, tu peux en parler. Parfait. En deuxième partie de l'émission, Jérémy nous raconte la carrière de François Civil en chiffres. Stella clôturera également l'émission avec son Joker. Mais comme d'habitude, on commence l'émission avec des news et je propose que Fred, tu ouvres le bal parce qu'on t'a pas beaucoup entendu. On avait entendu il y a quelques temps que Luca Guadagnino avait l'intention d'adapter Scarface au cinéma. Le projet a été abandonné malheureusement, c'est très triste. Mais le réalisateur revient et on a une petite nouvelle, on n'est pas encore sûr du projet, mais il va peut-être adapter une nouvelle version de American Psycho. Stella. Moi je viens aux nouvelles avec de la fête, à mon plus grand plaisir. Terrifier a enregistré les 400 000 entrées en salle en France, je crois hier ou aujourd'hui. Donc voilà, on est heureux. Et en comparaison, ils avaient enregistré 70 000 entrées pour Terrifier 2 quand il était sorti en 2022, je crois. Est-ce que Terrifier 4 fera le million ? Telle est la question. Et on l'espère en tout cas. Bon courage. Bon courage. Un film, si vraiment il est interdit moins de 18 ans, le 4 aussi, bon courage pour qu'il atteigne le million quand même. Faut le faire. Toi, Jérém, c'est quoi ta news ? Et bah, la prochaine adaptation des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, écrite et réalisée par Emerald Fennell, réalisatrice de Promising Young Woman et de Saltburn. Ça vient d'être acheté par Warner Bros, qui a eu le film aux dépens de Netflix, qui avait quand même mis 150 millions sur la table, mais les producteurs, dont l'actrice principale, dont je vais parler juste après, ont préféré dire oui à Warner Bros parce que au moins ils sortaient en salle. Donc petit pied de nez à Netflix là sur ce coup-là. Et donc qui est l'actrice qui jouera le personnage principal, c'est Margot Robbie, donc qui produit également cette adaptation. Et sachez que le personnage de Heathcliff a déjà été casté quant à lui parce que c'est Jacob Elordi qui l'interprétera. Voilà. La pub Chanel aussi, les deux sont dedans. Voilà. Donc prémisse, la pub Chanel numéro 5 est un prémisse des Hauts de Hurlevent si tu veux. Ok. Moi, ma news, alors, les Américains ont Clint Eastwood, nous avons Pierre Richard. Parce que Pierre Richard, 90 ans, revient derrière la caméra avec un film qui va s'appeler L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. C'est le premier film qu'il a fait depuis 27 ans. Et il jouera aussi le rôle principal. Donc voilà, je trouve ça magnifique qu'on ait des acteurs qui ont 90 ans, qui continuent d'être devant et derrière la caméra. Et ça me fait demander quel est le plus vieux réalisateur de l'histoire du cinéma. Et il va se déplacer avec un déambulateur sur le tournage. Mais en vrai, il a l'air de péter la forme en plus, le gars. Et le titre a l'air très très drôle, j'ai hâte de voir ce film. J'irai pas le voir. Allez, on va parler des gros films de cette émission. Présenté comme un ovni du cinéma français au casting XXL, Gilles Lelouch réalise son 2e film, L'Amour Ouf, une adaptation d'un livre irlandais de Neville Thompson paru en 2000, avec pour tête d'affiche François Civil, Adèle Exarchopoulos. Il rejoint la liste des films français très ambitieux de 2024 aux côtés de Comte de Monte Cristo et d'Emilia Pérez. Mais est-ce qu'il est aussi au rendez-vous ? Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. Tu bosses pour moi. Allô mon amour, c'est pas moi, faut que tu crois. Les années 80 dans le nord de la France, Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent, et puis leur destin se croise et c'est l'amour fou.
La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Moi, je m'en battais les couilles de ce film. Oh. Pour être honnête, j'en avais rien à foutre. Du coup, j'y suis rentré vraiment sans aucune attente, rien. Ah, moi non plus, j'avais pas d'attente particulière envers le film. Moi j'entendais un peu le film et tout le monde le critiquait, genre dans les bureaux de mon stage. Tout le monde disait putain, genre vraiment Gilles Lelouch, c'est le genre de gars, on lui donne je sais pas combien de millions de budget et il fait un film comme ça, genre enfin tout le monde a un peu pesté sur ce film. Et moi j'étais juste curieux. Après du coup j'ai vu que c'était un projet qu'il préparait depuis super longtemps, qu'il avait genre besoin de thunes et qu'en gros du coup le succès du Grand Bain lui a permis d'avoir beaucoup d'aide pour son film. Donc j'étais curieux, François Civil, Adèle Exarchopoulos, l'histoire avait l'air assez simple, mais j'étais curieux de le voir. Et toi, Stella? Moi, en fait, j'avais pas tant tendu l'oreille que ça avant de le voir. Quand il est sorti, du coup, j'avais pas forcément entendu de critiques négatives. Les seules critiques que j'avais entendues, c'était genre de mes potes du lycée qui sont grave des films bro, enfin qui sont pas tant des cinéphile que ça, et qui étaient en mode des meufs, qui étaient en mode waouh, c'est trop beau, histoire d'amour, j'ai pleuré, nanana. Et du coup, j'étais en mode waouh, ok, ça doit être un beau film romantique. C'est romantique. C'est super romantique. C'est très naïf comme film, je trouve. Oui, Ouais, en fait, c'est l'adjectif que je mettrais naïf, ouais. c'est simple, mais gros, en fait, comme film. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, il n'y a pas d'histoire, par exemple. Ou l'histoire, elle est vraiment vide. Mais en fait, c'est pas vraiment le cœur du film, si tu veux. Genre, le film, il est vachement étiré, parce que c'est une grande épopée sur beaucoup de temps. Effectivement, il n'y a pas tant que ça de péripéties. Mais c'est plus un film de performance et un film de plaisir, finalement. Moi, ça m'a un peu énervé de voir des gens qui critiquaient le scénario du film. J'étais un peu en mode, bah oui, effectivement, l'idée du film est très simple. C'est quoi? C'est le voyou, c'est la meuf qui tombe amoureux de lui, le mec qui... Enfin, on savait tous ce que ça allait être. Mais après, non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, et c'est quelque chose que beaucoup reprochent, alors que moi, j'ai bien aimé, c'est le côté, voilà, comme on disait, naïf. Et j'ai l'impression que Gilles Lelouch, c'est un peu un enfant, quoi. C'est un petit enfant qui fait un film un peu d'amour sur des adolescents en plus qui restent adolescents pendant tout le film, même quand Adèle arrive, même quand François Civil arrive. Il y a un peu cette idée où 10 ans d'emprisonnement, ça met sur pause leur amour, donc ils ont beau avoir la vingtaine, la trentaine, bah t'as l'impression de voir des ados qui se kiffent, quoi. C'est un peu ça le sujet du film, non? Mais du coup, au final, t'as bien aimé, toi? Moi j'ai bien aimé. Je sais pas quoi penser, je sais pas si j'ai aimé pour toutes les idées visuelles qu'il y a dans le film, ou si j'ai détesté le film parce que justement il y a trop d'effets visuels qui au bout d'un moment, est-ce que ça veut dire quelque chose de chaque plan donner une idée visuelle, chaque plan faire un truc. Moi j'en ai pris plein les yeux, les faux split screen, les trucs un peu très américains en fait, tu vois, et chaque idée visuelle j'étais en mode bah ok, c'est cool en vrai, c'est sympa, il a fait un truc quand même où le mec s'est pas branlé, il a pas fait un film où genre le budget on le voit pas venir, quoi. Enfin vous voyez, comme Astérix Obélix par exemple. Oh, le petit tacle Ah, là, il est bien placé, j'aime bien. Bah oui, non mais c'est vrai, c'est que il y a de l'argent, mais on le voit dans la mise en scène est quand même élaborée quand même. Donc je sais pas si c'est trop en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, je ne saurais mieux dire en fait, parce que vraiment j'apprécie l'effort qui est fait niveau mise en scène, mais bordel, j'aime pas quand ça en fait trop, et là ça en fait vachement trop. C'est trop, c'est vrai, mais ça s'appelle l'amour ouf. C'est vrai que c'est un film de technicien, finalement. Hein. Mais moi, j'aime bien, tu vois, parce que quelque part, genre... il y a un peu, moi j'ai ressenti un peu du Scorsese dans le montage, dans la façon, pas dans le bon sens du terme, ça m'a rappelé l'ambition d'un Scorsese, c'est-à-dire ça m'a fait beaucoup penser aux Affranchis, dans cette façon d'intégrer beaucoup de musique au montage, de faire quelque chose de très cut, ambitieux, jusque dans le montage, dans la façon de cutter les scènes, dans la façon de monter l'ensemble. Moi ça me fait plaisir, tu vois, de voir ce genre d'ambition-là technique dans le cinéma français, parce que Dieu sait à quel point, en ce moment, il y a cette envie-là de montrer qu'on est des très bons techniciens. Mais effectivement, après, ça va pas plus loin en matière de scénario, même si en vrai de vrai, je trouve que les personnages sont très bons dans les films. C'est-à-dire que les péripéties sont pas des plus palpitantes, mais les personnages sont très identifiables les uns les autres. Et tu ressors du film, tu te dis « Ah, c'est vrai que Benoît Poelvoorde, il était vraiment comme ça, Jean-Pascal Zadi, il était vraiment comme ça. François Civil et Adèle Exarchopoulos sont un peu plus simples. » Mais chaque personnage, genre chaque parent de chaque personnage est vraiment Alain Chabat, quoi, il est brillant. Moi c'est marrant que tu dises ça du coup parce que c'est ce que je reproche au film. C'est le genre de film qui du coup te prend plein d'acteurs connus, tu vois le film et en fait tu t'en sors parce que chaque acteur connu joue ce qu'il a toujours joué. Alors ça je suis d'accord, mais Tu pas vois pour tous. Je suis d'accord, mais moi je trouve que justement ça en fait une force parce que t'as l'habitude de les voir jouer ça, donc du coup c'est comme si tu revenais à un truc dont t'as l'habitude, et donc moi ça m'a pas sorti du film de dire d'avoir ça. Par exemple François Civil et Adèle Exarchopoulos, j'ai pas vu Adèle Exarchopoulos et François Civil. Justement là j'étais content. Là je rentrais vraiment dans le film. Là je voyais vraiment Clotaire, là je voyais vraiment Jackie. Benoît Poelvoorde c'est pareil. Benoît Poelvoorde ça peut aller, mais par contre je sais pas, genre Jean-Pascal Zadi quoi. Ouais. Jean-Pascal Zadi, bordel. Raphaël Quenard aussi, c'est abusé. Pour le coup, moi sur ce truc des personnages, je suis pas tellement
d'accord. Je trouve que François Civil, je trouve qu'il a pas vraiment de personnage initialement, donc du coup, je peux pas vraiment dire qu'il a pas fait du François Civil. Je trouve que Adèle Exarchopoulos a fait du Adèle Exarchopoulos, genre en mode son jeu est assez constant en fait, et celui-là, je trouve qu'il a vraiment pas fait exception à ça, quoi. Moi, je sais pas, j'ai pas retrouvé cette Adèle très gueularde, très. Tu sais, la Adèle elle y est, mais en tout cas, son personnage, elle a réussi à tellement interpréter son perso que j'ai pas, à aucun moment dans le film, je me suis dit, ah là, je suis en train de voir Adèle Exarchopoulos. Il y en a un seul où vraiment je me suis dit, putain, j'ai pas l'habitude de le voir dans ce rôle-là, c'est Vincent Lacoste. J'allais le dire. Qu'est-ce que je l'aime. La scène Il de la était cabine incroyable. téléphonique. Voilà, oh la vache. Meilleure scène du film. Mais moi, tu Ouais. vois, Jean-Pascal Zadi, limite, il aurait pas été dans le film, j'aurais été en mode, bah ouais, c'est genre beaucoup mieux en fait. Ouais, puis en fait, il apporte rien d'un point de vue narratif. C'est vraiment genre, ah, je suis Jean-Pascal Zadi, quoi. Ouais, Je tu fais vois. mes mêmes remarques comme si j'étais dans Tout simplement noir. En fait, ça me fait chier pour lui parce qu'en fait, toutes les apparitions qu'il a, ça va être pour jouer l'imbécile qui se fait victime. Et Quenard, c'est pareil. Par contre, dans ce film-là, ouais, Vincent Lacoste, j'ai pas non plus une énorme culture cinématographique en termes de cinéma français. Du coup, je l'ai pas vu dans énormément de films. Par contre, du coup, j'ai beaucoup aimé, c'était beaucoup dire, mais j'ai bien aimé son rôle dans ce film-là. J'ai bien aimé celui de Alain Chabat aussi. Oui. Je trouve que c'est vraiment les deux seuls qui jouaient à peu près bien. Tous les autres, j'ai trouvé ça vraiment niais et surjoué, quoi. Pour moi, Benoît Poelvoorde, il est brillant dans le film. Parce que moi, je l'avais déjà vu dans des rôles plus sérieux. Je sais plus comment il s'appelait ce film-là, ce film belge dans lequel il joue un écrivain dans son manoir. C'est sorti il y a 2 ans. Inexorable. Inexorable, c'était génial, Inexorable. Et là, j'ai retrouvé le Poelvoorde d'Inexorable et j'ai trouvé ça génial. Voilà, pour moi, c'est un film vraiment d'acteurs et de techniciens. Pas tant que ça pour l'histoire, parce que franchement, tu t'en fiches. Même si le film a sa pirouette narrative. Ah, le début Est-ce qu'on en parle Est-ce Oui, qu'on en oui, parle oui, on peut. On en parle, même si c'est du giga spoil. Est-ce que pour vous, ça passe, cette sorte de pirouette? C'est triché. Pour moi, c'est triché. C'est un peu se la péter et dire, bah regardez, en fait, on remonte le temps et puis on décide de changer ce qui était écrit, quoi. Parce que tu vois de quoi on parle. J'ai pas compris de quoi vous parlez. Bah, le film s'ouvre sur François Civil, qui a un appel, mais qui ne le prend pas, et qui part faire quelque chose qui le mène à sa mort. Du coup, pendant tout le film, pendant que le film se déroule, tu sais pertinemment que ça va se terminer par la mort de François Civil. Et finalement, en fait, dans la timeline qui nous est montrée dans le film, il prend l'appel et il renonce à aller faire ce qui le mènera à sa perte. Ouais, putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, j'avais complètement oublié qu'au Ah début, ouais. il mourait. Ouais, bah, en même temps, le film a tellement fait chier, j'ai oublié le début. Ah quoi. là là. Ah oui, du coup, si on revient là, qui a aimé le film, qui n'a pas aimé le film? T'as pas aimé le film, du coup? Non, vraiment pas. Ouais, moi j'aime Moi, je bien. suis le même avis que toi, Fred. Donc, Moi je trouve ça très bien. Je suis pas subjugué, mais je trouve ça très C'est bien. ça, c'est que les gens qui prennent ce film qui disent c'est le meilleur film de l'année, je suis un peu en mode. Oh, bon. faut pas déconner. Faut non. pas Non, déconner. j'applaudis vraiment que le gars a vraiment, mais chaque plan voulait dire quelque chose. Chaque plan, j'étais en mode, ok, il place sa caméra là, sa caméra bouge dans tous les sens, ok, intéressant. Non, j'étais en mode, ok, non, quand même, il nous a pas pris pour des cons, quoi, en fait. Je trouve que le louche nous a pas pris pour des cons. surtout sur les scènes nocturnes, là, où il joue souvent sur deux oppositions de couleurs. Juste sur deux oppositions de couleurs, je trouvais ça intéressant. Même si, bon, c'est pas révolutionnaire, hein, mais il le fait bien. Mais effectivement, c'est exagéré et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est vraiment pas l'amour ouf à ce stade, c'est genre l'amour bof, quoi. C'est vrai que l'histoire Le film, d'amour. il est bof, l'histoire d'amour, elle est bof, les personnages, ils sont bof. Genre, il y a rien qui sort de l'ordinaire, on n'en peut plus. Des histoires d'amour entre un voyou et une petite bourge première de la classe. C'est chiant, hein, le début où ils sont jeunes et puis ils se connaissent et puis après ils se perdent de vue. Ah, ils se retrouvent plus tard et ils retombent amoureux. Ah, arrêtez de faire ça. Techniquement non, parce qu'ils se voient même pas avant la fin du film, les deux. C'est vrai. que pas du tout en fait. Si, Si, c'est ça, oui. C'est Non, ce que mais je dis, ce ils que se je voient dis- plus et puis après ils se retrouvent. Et Non, mais ils retombent moi je pensais amoureux. que justement le film allait, tu sais, genre ils se perdent de vue et à la moitié du film ils se retrouvent et toute la moitié du film c'est les deux ensemble. Ouais. Sauf que pas du tout en fait. Pas du tout parce que c'est quoi? C'est 15 dernières minutes où tu les vois C'est ça. ensemble. Plus Où quand tu même. vois que la décision est prise, que lui il va faire de son mieux pour arrêter de faire le con. Mais non. Bah surtout c'est un film où finalement l'un devient le fantôme de l'autre et vice versa et genre ils vivent avec ce fantôme. Non, moi mon seul souci c'est que finalement leur relation, leur histoire d'amour tient sur pas grand chose, c'est-à-dire que c'est un amour juvénile qui le reste jusqu'au bout. Et c'est ce que tu disais en début de critique, Fred, c'est que Gilles Lelouch est très naïf. Et donc, la manière dont il dépeint cette histoire d'amour, elle est très naïve. Elle est très, ouais, c'est des enfants, et c'est pur, et ils sont devenus adultes, et ils sont restés purs. Même si la vie est une pute. Bah, Ouais, non mais c'est assumé je pense. Je pense qu'il voulait juste se lâcher, faire un film quand même. Qui a film de la technique, gueule, qui a de la gueule quand même. Un On peut film pas technique, lui quoi. reprocher, ouais. Mais des fois, on peut passer 2h40 devant un film techniquement très chouette, et en sortir très apprécié. Hein. Je dis pas le contraire, j'ai adoré la technique, même s'il y allait avec des gros sabots, j'ai adoré. Mais tu vois, enfin, c'est vrai que moi je reproche ça par exemple à du Iñárritu. Je trouve que Iñárritu en général c'est plutôt m'as-tu vu. Et je sais pas pourquoi, là, l'amour ouf, peut-être parce que c'est français, je suis un peu plus indulgent, je suis un peu plus content
de ce que ça rend. Est-ce que t'étais pas content de la tracklist aussi parce que Ah bah oui, forcément. Mais ils en font un peu trop après au niveau de la tracklist parce que il y a un moment donné, il y a trop de musique, il y en a trop d'affilée et ça casse le rythme, tu vois. Tu m'avais teasé, il y a du Alan Parsons Project. oui, C'est très cool, il y a Alan Parsons Project. Il y a Sirius qui dure 1 minute 50 le titre, et il te l'allonge pendant 2 minutes 30, il trouve le moyen de le durer encore plus longtemps, parce que putain c'est trop bien on met du Alan Parsons Project, ouais c'est bon, on a compris tu vois. T'as pas besoin de faire une scène de 2 minutes 30 sur Alan Parsons Project et d'enchaîner avec du Deep Purple. Par contre, ils ont mis Prince et ça, c'est très bien. Il y avait laquelle de Prince? parce que attends, je l'ai vu lundi le film, j'ai oublié. Nothing Compares to You. Ah bon? Oui. Oh, je sais plus. Il y a tellement de musique. Il y a Mais tellement si, de c'est musique. celle-là. Ah si, t'as raison. Puis c'est vrai que la tracklist est très 80s quoi, donc forcément c'est... 80s, 90s, ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter les amis sur l'amour ouf, ou finalement c'est un peu un ovni mais qui passera et qu'on oubliera? Je sais Ouais, pas pourquoi je je pense que sens c'est la ça. grosse radio César. Putain, Bah, je sais après, pas si- pourquoi je le Ah sens. ouais. Jérém, tu vas en parler, mais niveau chiffres, Ouais, t'inquiète. c'est ça, hein. Ouais, t'y arrives, parce que j'ai vu que ça avait raflé les entrées en fait, l'amour ouf. T'allais dire Stella, pardon. Oui, que je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment un film qu'on va complètement oublier Avec le à un temps. moment avec le temps. Oh non. Mais puis globalement, je l'ai trouvé grossier dans sa manière d'approcher. Je trouve que rien n'était subtil en fait, et qu'ils ont limite voulu faire une histoire d'amour à l'américaine, mais du coup version un peu Wish et avec des acteurs moins bien et moins bien faits. Genre il y a des trucs tout cons. J'avais noté une phrase au tout début du film où je me suis dit waouh, ok, là ça commence mal. Fais-moi confiance dans la vie. Si rien ne te plaît, rien ne te déçoit. Oui. Je suis en mode oh là là, le truc qui se donne des airs, mais faussement spirituels, philosophiques et tout, alors que c'est juste lourd, quoi. Et même, moi, habituellement, je trouve pas que Adèle Exarchopoulos joue forcément mal, même si je trouve que ses rôles, c'est un peu toujours la même chose, mais bon, en même temps, elle tourne tellement tout le temps que forcément, elle peut pas tout le temps varier ses rôles. J'ai trouvé pas bonne, quoi. Je sais pas, il y a eu trop de trucs qui étaient trop... quand elle est là, qu'elle travaille dans ce truc de location de voiture au Ah début oui. là, et qu'elle parle à Vincent Ah là Lacoste c'est du mal. c'est du pur Exarchopoulos. Mais oui, mais j'étais en mode ouah, mais elle arrive à le faire mal. Pourquoi? C'est ça son rôle normalement. Pourquoi elle joue mal là d'un coup? Puis après quand elle se déshabille devant lui dans la pluie et tout, je suis en mode, oh là là, mais est-ce qu'on exagère les choses à ce point? Je trouve que tout était exagéré dans le film. Il n'y a pas besoin d'en faire autant pour qu'on comprenne qu'il y a une histoire d'amour et que ouah, les gens ils peuvent s'aimer à la folie et tout. Non, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que ça. Ça va juste fatiguer. C'est naïf. Mais là, ça rejoint la Ouais. technique parce que l'amour symbolisé entre Clotaire et Jackie, il est fait par le feu, entre guillemets, et celle entre, du coup, Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos, c'est par la flotte. Tu vois, techniquement, il y a des trucs qui se rejoignent et je trouve ça Bah, intéressant. Justement, là, je reviens sur la scène de Adèle qui se déshabille sous la pluie. Moi, j'ai un truc qui m'a super marqué, c'est l'essuie-glace de la voiture qui Oui. baisse, qui remonte, et qui en fait fait le point sur les deux personnages hors de la voiture. Et qui aussi permet l'enchaînement du cadrage, qui s'avance, qui se sert de plus en plus sur eux. Non, mais chaque plan, il y a un truc en fait. Chaque plan, il y a un élément du décor qui sert à filmer les personnages, des surcadrages, des faux split screen, je sais pas si vous voyez, ce que fait beaucoup Brian De Palma. La scène de l'éclipse. Voilà, la scène de l'éclipse, la scène dans la salle de bain, où t'as Adèle qui se maquille et t'as Vincent Lacoste derrière qui lui parle. Il y a le plan sur le 2 parce qu'effectivement, c'est deux plans qui ont été assemblés en un, comme Brian De Ah Palma. non, ça c'est une demi-bonnette, ça. Ah ouais? C'est une demi-bonnette, c'est sûr et certain. Ok, bref. Non, je trouve que vraiment, il a écrit il a adapté une histoire qui est très naïve, qui reste très simpliste, mais le gars, c'est vraiment cassé le cul à faire des trucs vraiment cool. Mais honnêtement, moi, tu peux faire les meilleurs plans du monde avec les plus grosses élaborations en termes de mise en scène, de lumière, de décor, machin. Si ton histoire, ton scénar, tes dialogues, parce que putain, qu'on en parle, mais les dialogues, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Si tout ça c'est mauvais, bah, ton film, il n'y a rien à sauver, quoi. Le but pour moi d'un bon film, c'est qu'il arrive à conjuguer effectivement la technique et le fond et la forme en fait. Là, c'est pardon, mais s'il y a que la forme et que le fond il est complètement creux, ce que moi j'ai trouvé vraiment à 100%, et j'ai l'impression que globalement c'est ce qui est pas mal dit du film, genre ça fait pas du tout un bon film, quoi, tu vois. T'essayes de sauver ton film en faisant des beaux plans et en faisant des trucs bien propres, bien soignés. C'est pas des beau, petits je focus. dirais pas beau, je dirais pas propre. Je dirais des plans qui sont pas juste illustratifs, mais qui servent
ce qui est dit à l'écran, tu vois. Je pense qu'il y a une différence entre un plan illustratif qui va juste, je sais pas, Être beau pour être beau. qui va être beau pour être beau. Ce qu'on peut aussi un peu reprocher quand même au film, moi je pense plutôt aux couleurs, qui sont très extrêmes, qui sont quand même, t'es un peu en mode bon, là on a compris. Il fait mec. beaucoup de figuratifs dans son Voilà. film, quoi. Ouais. Mais il y a quand même, je trouve, pas mal d'idées qui, voilà, je reviens sur le truc de la pluie, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, je trouve pas que ça soit juste là pour être beau. Genre, j'ai l'impression que ça sert quand même ce qui est dit à l'écran. Maintenant, oui, je pense que t'as pas aimé le fond, qui est, je pense pas du coup creux, mais qui est trop. Qui manque peut-être de nuances Voilà. et de profondeur Exactement. Non, mais c'est vrai, pour Et de un subtilité, tel moyen. surtout. bien sûr. Mm. C'est moi parce que du coup, on en parlera après du deuxième film, et c'est totalement l'inverse. Ah bah justement, c'était ça. Ouais. C'est ça qui est Ouais, marrant, ouais. mais avant, Oui. Jérém va parler des chiffres de l'amour Oui, ouf. vous connaissez le budget ou pas? Allez, ou pas du tout? C'est énorme, je crois. C'est pas Selon 40, vous? Est-ce qu'on doit faire des 60, 40 millions. Hein. 60. Ok, moi je dis 30. 35 750 000. Ouais. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. Donc c'est moins que Monte Cristo quand même, hein, il faut le dire, si on veut prendre en point de comparaison ces deux films-là, avec l'ambition qu'ils ont, ces deux films-là. Monte Cristo, c'était combien, je te J'ai envie de rappelle dire- C'était 41 millions, je crois, un truc dans le genre. Bon, sachez que à la fin de la première semaine, donc celle du 16 au 22 octobre, L'Amour Ouf a fait 1 108 entrées, donc le premier des nouvelles sorties de cette semaine, bien évidemment, ce qui fait à peu près 5,6 millions de recettes. D'un ovni à un autre. Et moi, c'est très marrant parce que j'ai enchaîné vraiment les deux films, mais d'affilée, très d'affilée. Donc, un autre ovni, c'est Alain Guiraudy, qui est connu du grand public depuis son passage à Cannes en 2013 avec L'Inconnu du lac. Donc là, une nouvelle fois, il est passé à Cannes. Le film s'appelle Miséricorde. Moi, je dois vous avouer que en vrai, je suis complètement ignorant du cinéma de Guiraudy. C'est la première fois que je voyais un film de lui. Moi aussi. Mais quelle entrée en matière. Il y a quelque chose que tu n'oses pas me dire avec Vincent? Que faisiez-vous sur cette route? Vous ne pourrez pas toujours vivre avec ce secret. Tu étais où? Et quels sont vos rapports avec l'abbé Grisol? On pense qu'il nous cache quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien vous cacher? Bah, ça, on peut pas savoir, puisque justement, il nous le cache. Jérémy. Non, celui du film. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu une réaction. Mais c'est vrai que ça m'a fait chelou pendant tout le film d'entendre mon prénom. Sans blague. Jérémy revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine, sa veuve, mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue. Du coup, c'est ouf parce que je défends quand même l'amour ouf. Et donc, tu as l'amour ouf à Cannes qui passe vraiment en sélection officielle, qui est cool, mais ok. Et puis, tu as genre Miséricorde qui est le chef-d'œuvre de l'année 2024 et qui est juste à Cannes première, qui n'est même pas en sélection officielle, tu vois. Et ça m'a touché. Ça m'a tué. Ça fait 2 mois qu'il en parle de ce Oui. film. Oui, il est incroyable. Bon, par il est, contre, dites-moi, t'exagères peut-être un peu sur le chef de l'année là. c'est un film qui n'a pas besoin effectivement d'artifice. Qui C'est un disent que film. des chants contre chants, que des plans fixes, des dialogues qui semblent un peu faux, des grands blancs entre les dialogues, mais c'est génial, les gars. C'est marrant, tu te sens vraiment le besoin de défendre le film. T'as pas aimé? Non, c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien, Miséricorde. Ok, j'ai adoré également. Quelle surprise pour ce premier Guiraudy, ça me donne vraiment envie de voir ses autres films. D'ailleurs, au Ciné Club, on devait passer son premier film, Pas de repos pour les braves. Du coup, voilà, donc ça me donne vraiment envie de voir ses autres films pour le coup. L'inconnu du lac, vraiment qui est Ok. très cool. Et toi, Jérémy, du coup, qu'est-ce Alors, que je t'en vais as prendre des énormes pincettes. Je rapprocherais de ce film de l'Empire, dans le sens où c'est un réalisateur. C'était la première fois que je voyais le film d'un réalisateur d'auteur français dont je n'avais jamais vu un film. Et je vois ce que le réalisateur veut dire, je vois ce qu'il veut faire, mais ça ne me touche absolument pas. Vraiment, je n'en ai rien à foutre de ce qui se passe à l'écran. Mais littéralement. C'est pour ça, je peux pas dire que j'ai désapprécié le film, mais je veux savoir pourquoi tu me le vends comme le film de l'année, quoi. Bah, déjà, moi, donc, moi, Miséricorde, ça a été aussi mon premier film. Ça a été mon premier film du réal. Et après, moi, j'ai rattrapé juste L'Inconnu du lac pour le moment. J'ai pas vu le reste, qui a l'air vraiment cool. Et moi, ce que j'aime déjà beaucoup, c'est ce que tu verras ça dans tous les journaux, dans toute la presse. Guiraudy, c'est un réal qui a effectivement sa patte et qui défend en fait un cinéma qui est pas parisien. C'est un cinéma qui te montre les petits gens des campagnes. Et en fait, tu verras que tous ces films, alors déjà effectivement, Alain Guiraudy est gay. Donc en fait, dans la plupart de ces films, ce sera des personnages homosexuels. Enfin, je vous dis ça, j'ai vu que 2 films. Mais dans les 2 films que j'ai vus, c'était ça. Dans ces 2 films, ce sera des petits gens de la campagne. Dans ces 2 films, ça s'intéressera à des paysages qui sont pas des grandes rues parisiennes, mais des petits villages de campagne. Donc déjà, il y a un truc qui est cool, qui est sympa dans la démarche. Maintenant, moi, ce que j'ai adoré dans Miséricorde, j'y reviens du coup, c'est que moi, je suis le genre de personne qui aime le cinéma, mais très visuel.
Donc là, on avait ce débat avec Stella sur l'amour ouf, de dire putain, bah non, moi j'ai adoré parce que visuellement c'était super cool. Effectivement, on s'en fout de ce qu'il dit, c'est trop absurde, mais c'est pas grave. Mais là, c'est la première fois de ma vie que je vois un film qui est si modeste en matière de découpage, qui est très modeste en fait en matière de découpage, mais il parvient quand même à créer un truc, mais qui est comme un petit puzzle qui s'assemble peu à peu. Tu vois, et le film est super bien construit sur ça. Moi j'ai un exemple d'un autre film, L'Inconnu du lac. En fait ça se passe que sur une plage. Donc L'Inconnu du lac, je vous parle du film vite fait. C'est un homme qui va se baigner sur un lac mais un peu privé, où en fait c'est tous les homosexuels du village qui viennent pour baiser dans la forêt. Donc il vient là-bas, il tombe amoureux d'un homme. En fait un jour il voit cet homme noyer son compagnon dans l'eau. Voilà. Et en fait après il y a aussi un peu comme dans Miséricorde ce côté un peu culpabilité. Il est complice de quelque chose et donc il y a une enquête et il y a tout ce suspense en fait. Non mais effectivement, moi je suis d'accord avec en fait cette économie de moyens qui fait que ça apporte au film une sorte d'ambiance, de vibe, mais qui est vraiment unique en son genre. Et le fait de retourner systématiquement dans les mêmes environnements, cette même forêt avec ces mêmes champignons à accueillir, cette même salle où on va prendre du Ricard, cette même salle où on va se faire interroger encore et encore. Je trouve que ça crée une répétitivité, mais en même temps genre c'est un encombrement de mensonges, parce que le film se construit sur des mensonges épars qui s'ajoutent à d'autres. Et ça crée une sorte de mélasse tellement étrange et qui occasionne tellement genre du rire nerveux que bah moi je me suis beaucoup marré devant le film. C'est un film super drôle. Ah ouais. Puis en vrai la première moitié est un peu difficile à gober, mais en fait plus le mensonge s'amasse, plus c'est drôle. Et je suis très heureux de l'avoir vu avec quelqu'un et d'avoir pu partager ce moment-là de juste à se regarder en mode c'est trop bizarre, mais on rigole. Et du coup si je comprends bien, L'Inconnu du lac, en vrai, il y a vraiment une grosse ressemblance avec Miséricorde. Dans le côté un peu voyeur et tout, ça veut dire que c'est genre une thématique qui est récurrente dans le cinéma. Il y a une thématique très récurrente, j'ai pas vu le reste, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup ce truc dans son cinéma de l'intrusion dans le lit, dans la vie privée. Effectivement. Et c'est ce que dans Miséricorde, vous le voyez quand même. Bien sûr. C'est que j'ai l'impression qu'Alain Guiraudy, il a des personnages qui cachent déjà leur homosexualité, mais en plus de ça, dans Miséricorde, en tout cas, ça ajoute le meurtre en fait. Le côté très. De tuer quelqu'un, c'est, je pense, le pire crime sur Terre. Et il te le cache comme une personne qui cache ses soucis, quoi. Non, et puis il y a vraiment ce ton qui est donné globalement même au jeu des acteurs. Genre en fait, comme tu dis, économie d'effets fait que le moindre petit plus, tu vois, moi le truc qui m'a fait, un des trucs qui m'a fait le plus rire, c'est le personnage de Walter qui sert un peu trop de Ricard et le personnage de Jérémy qui fait juste oula. Et c'est juste ce petit oula. Ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'ils se parlent pas, ils parlent pas en même temps les personnages. C'est très, on parle, blanc, on parle, je réponds, blanc, je réponds. Et du coup, ça te crée aussi un truc un peu très dans le suspense. T'es toujours un peu crispé quand même. Et étrange aussi, surtout. Étrange surtout, mais c'est l'étrange. Stressant. Moi, je l'ai vu avec un pote et le mec pendant toute la séance n'arrêtait pas de me tenir le bras. Quoi ? Tellement il était stressé, il me faisait ça, genre il faisait oh putain. Mais what ? Parce que il y avait un truc un peu, tu sais, le truc qui se resserre sur lui et lui il sait pas comment s'en échapper. Non, mais il y a plein de trucs trop bien. Il y a le prêtre. Moi en fait le personnage du prêtre, c'est je pense l'un des meilleurs personnages qui est pas du tout manichéen. À partir du moment où le prêtre et le flic commencent à interagir entre eux, là ça devient. Mais vraiment genre ça part en couille. Mais c'est génial parce que tu dis qu'il y a du temps entre chaque dialogue, mais en fait tu vois bien que les personnages eux-mêmes réfléchissent à ce qu'ils vont dire, parce qu'en fait vu qu'ils vont dire un mensonge supplémentaire, il y a un puzzle et cette scène là où ils se discutent et disent ne sous-estimez pas la force de la... J'imagine que c'est la force de la volonté. Ne sous-estimez pas sa force. On vous souhaite le bonheur. Tu vois, on ne fait que se mentir les uns les autres et je trouve ça très drôle, tu vois. Moi, c'est le prêtre. Je pense que c'est le prêtre qui a mis un clou dans ma note qui est 5 sur 5 directement. Ah ouais. C'est super beau d'avoir un... Combien ? 5 sur 5. Moi, je sais à quel moment tu t'es dit 5 sur 5. C'est le moment où il s'est levé du lit, il a fait dehors, il s'est avec sa poutrasse là. Il y a beaucoup de zizi dans... C'est terrible, mais moi le premier, je te promets que j'étais choquée. Oh. Mais de voir ça au cinéma de manière aussi naturaliste. Alors va voir L'Inconnu du lac parce que c'est des scènes d'éjaculation de manière aussi impudique. Dans L'Inconnu du lac, t'as des gros plans d'éjaculation de sexe en érection. Mais ça, c'est des gros plans. C'est des gros plans. Là, des gros plans. Alors dans là, non, c'est très discret. Les quelques pénis qu'il y a dans le film, c'est vraiment genre, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. C'est un élément du décor. Effectivement, tes yeux sont fixés dessus parce que bon, dis donc, il est en érection. Bah, le curé avait la gaule, quoi. Mais il n'y a pas d'effet de style qui fait que, waouh, regardez. C'est ça que je trouve ça drôle dans le film. C'est vraiment genre, c'est épuré. Ouais, c'est tout simplement épuré. C'est vraiment la cueillette des champignons le plus épuré du monde. Mais si on y revient, en tout cas, donc tout le film
à un départ, c'est le personnage du coup de Jérémy. Et en fait, c'est un personnage qui sait pas trop où se mettre. Et donc, tout le film, tous les personnages qui l'entourent, c'est des personnages qui le désirent en quelque sorte. Donc, t'as par exemple Jean-Baptiste Durand, réalisateur de Chien de la Casse. Ah ouais. Oui, le Oui, mec tout à fait. dont je ne vais pas dire ce qui se passe. Bah, lui, il le désire, mais en même temps, il le déteste. Il est jaloux. Vous avez la mère qui est jouée par Catherine Fro et qui est genre incroyable dedans, qui elle du coup vient de perdre son mari, qui est pas très proche de son fils, donc qui voit en fait en Jérémy le remplaçant un peu de son mari mort et à la fois de son fils. Donc il y a ce truc là. Il y a le prêtre qui est genre très attiré par Jérémy, on vient d'en parler avec la gaule du curé. Et par les hommes de manière Et générale, par on les a hommes de manière l'impression. générale. Ouais, parce qu'il y a ce truc-là de j'en ai aimé d'autres avant. Oui, tu il a vois. dit, hein, oui. il a dit. Et il a dit un truc aussi à un moment qui m'a mis des frissons un peu de malaise, où il a dit oui, vous apprendrez à m'aimer. Oui, mais ça, je trouve ça Waouh. super beau. En c'est mode, parce mais que t'as pas le choix, quoi. Non, moi, T'inquiète, tu vas m'aimer. j'ai pas vu ça comme ça parce que c'est un prêtre et du coup, lui, il aime Jésus en quelque sorte, mais Jésus ne peut pas lui rendre l'amour qu'il lui porte. Il aime pas que Jésus, Et apparemment. moi, je suis sûr, je suis sûr et persuadé qu'en fait, le personnage du prêtre était amoureux de Durand. De Durand. De- En fait, mais je pense que. T'as fait mais des bromances. je pense que là, ce qui est dommage, c'est qu'on reste trop dans le délire, genre l'amour avec l'amour sexuel. Alors qu'en fait, le prêtre le dit même, il en parle à Jérémy, il dit bah, vous, même si vous m'aimez pas comme je peux vous aimer, je m'en accommode en fait. En fait, j'ai l'impression que même si on voit des gros sexes en érection, même si effectivement on parle de cul, bah à un moment en fait les relations elles sont plus que ça en fait. Vous voyez par exemple là, Jérémy et la mère, mais à aucun moment j'ai trouvé ça bizarre. C'est juste qu'elle a besoin de quelqu'un en fait. Oui, puis il y a toute la question de la chrétienté, de la foi, genre du fait de aimer sans retour C'est et ça. de croire en l'amour sans retour. Et d'apprendre à aimer. Tu vois. Je trouve ça beau un petit peu comme discours. Et le plan final de film quoi, c'est fou. Le mec a il ken. Non, mais c'est même pas ça en fait. Mais j'ai même pas pensé à ça, tu vois. Non. J'ai l'impression juste qu'elle a trouvé quelqu'un parce qu'elle avait besoin de quelqu'un, mais c'est pas forcément sexuel ou ni. Qu'est-ce que ça m'a gêné. Mais d'ailleurs, Jérémy, je voulais te poser une question. Du coup, t'as pas aimé ce film. Est-ce que t'as aimé Théorème de Pasolini ? Je l'ai pas vu. J'ai pensé aussi, Ah, effectivement, il y a ce truc-là. Mais parce que c'est juste. Pardon, mais c'est un. C'est limite un remake en fait. C'est ce que j'ai vu dans Trois Couleurs à l'instant. Où en fait, dans Trois Couleurs, c'était ça qu'il disait en parlant de Miséricorde. Et ben j'avais pensé ça pendant le visionnage et je l'avais même marqué dans mes notes. Et quand j'ai vu ça, je fais waouh! Après, c'est ce que techniquement, j'ai pensé. j'ai pas vu Théorème, mais ce que je me rappelle, c'est un Tu l'as homme pas vu qui règle tous les problèmes familiaux d'une famille en couchant avec chaque membre de la Oui, famille, en fait, mais à la c'est fin, ça. ça rétablit l'ordre. C'est ça l'idée, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, genre, dans ce truc-là, en fait, tous les membres de cette famille commencent à, mais dès le début, vouent un culte. Mais vraiment, c'est un culte. Ça devient un messie, le mec, quand il arrive, à un inconnu. Alors là, dans Miséricorde, en l'occurrence, Jérémy, c'est pas un inconnu. Il connaît un peu tout le monde. Mais en fait, il y a un réel culte qui est en train de que les gens lui vouent petit à petit dans le film. Et ça va vraiment crescendo. Tout le monde l'aime, tout le monde tombe amoureux de lui, machin. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment... Le film, il joue avec nous et que Jérémy, en fait, il nous manipule même nous parce qu'au début, moi, personnellement, je l'ai cru... innocent. Enfin, moi, au début, je me disais, mais pourquoi pourquoi les gens ils doutent de lui ou ils trouvent qu'il a des intentions malsaines et tout. Enfin, c'est pas le cas. Genre, il a l'air innocent. Et en fait, au fur et à mesure du film, on voit que que lui, en fait, il est hyper malsain et qu'il arrive à manipuler tout le monde. Mais il arrive à manipuler tout le monde, mais on n'a pas l'impression que c'est... Comme le prêtre, il dit d'ailleurs à un moment, on n'a pas l'impression que c'est parce qu'il veut du mal aux gens ou qu'il a des intentions mauvaises. Juste, il manipule les gens émotionnellement pour que tout le monde reste dans son sillage, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper malin dans la construction narrative, en fait, du film et la construction de son personnage. C'est vrai que au final, plus le film avance et plus on le regarde un peu en mode comme si c'était une sorte de demi-dieu. Et c'est ouf en fait comme personnage. C'est vraiment le personnage de X parce qu'il a pas de nom dans Théorème de Pasolini. Mais j'ai trouvé que là, j'ai un peu du mal avec la manière de filmer de Pasolini, avec son montage, le rythme de ses films. Donc du coup, moi, ça m'empêche en fait de m'attacher au personnage et de voir ce qu'il veut nous faire ressentir à travers ce personnage. Là, pour le coup, j'ai vraiment ressenti un truc avec le personnage de Jérémy. J'ai vraiment été emporté par le courant et ressenti en fait des trucs que les personnages ont pu ressentir pour lui à un moment. Ça me donne grave envie de voir Théorème, surtout qu'il est dans mon ordi depuis des années. Ah ouais. Que, je m'y suis toujours pas Légalement. Oups. Mais voilà, mais en tout cas, Guiraudy, moi j'avais découvert comme vous avec Miséricorde, j'ai juste rattrapé L'Inconnu du lac.
Il y a pas mal de films de lui. En ce moment, il y a même une rétrospective au 3 Luxembourg où il passe tous leurs films. Donc, non, à voir. Effectivement, il a des trucs qui l'affectent lui particulièrement et ça se ressent dans tous ses films. Donc, c'est super cool à décortiquer. Et j'ai adoré Miséricorde. Après, je tiens à dire que j'ai pas dit que j'avais pas aimé le film. Hein. C'est juste, ça ne m'atteint pas. Je m'emmerde devant. T'es homophobe, mais mec. C'est pas grave. Non, je rigole. arrête de recycler tes vannes, s'il te plaît. Je rigole. Et tu peux arrêter de recycler tes vannes. Je sais que le tri c'est bien, mais bon. Mais non, mais voilà, moi ça m'a fait du bien de voir un film qui était aussi fort avec le peu de choses et le prêtre, quoi. Moi, je voudrais rebondir sur un truc qu'a dit Owen tout à l'heure, parce qu'en fait, tu avais parlé du fait que, par faute de moyens, ils ont tourné des plans tout le temps, un peu à l'identique, en mode et dans les mêmes décors, etc. Pas vraiment par faute de moyens, c'est juste c'est modeste et ça sait que un plan, t'as pas besoin d'avoir un gros truc grandiloquent pour vouloir dire quelque chose. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression, enfin moi, en regardant le film, j'ai vraiment eu cette impression-là que chaque jour se répétait à l'identique, qu'il y avait une sorte de boucle infernale en fait, où tiens, chaque jour, la situation est un petit peu plus malsaine et t'avances un petit peu plus dans le malaise. Et je pense qu'il t'as ce truc un peu de dans les petits villages, le temps se passe pas de la même manière qu'en ville, tu vois. C'est qu'ils ont des habitudes, les gens là-bas. Et c'est pour ça qu'effectivement, montrer ça par juste des plans très simples qui se répètent, bah, tu rentres dans la routine du petit village, en fait. Mais je trouve que ça donne un côté un petit peu conte, du coup. Ouais. Tu sais, où tous les jours, t'as le même truc. 3 jours est passé, ça fait le renard est toujours là. Bah, je sais pas, du coup, je reviens sur l'Inconnu du lac. Dans l'Inconnu du lac, par exemple, donc ça se passe que sur une plage tout le temps. Tu vas jamais en ville, tu restes toujours dans la forêt et la plage. Et en fait, dans le film, je crois que t'as au moins genre 10 fois un plan d'ensemble du parking qui apparaît. Et en fait, ce plan, il te sert juste à te dire, bah là, t'as 2 personnes à la plage. Là, c'est la nuit, tout le monde part. Et t'as toujours le même plan. Là, t'as le plan de Jérémy qui dort avec l'heure. Oui. Exactement. Et à chaque fois, l'heure te donne un indice de ce qui va se passer. Et quand il va chez Walter aussi. Oui. T'as toujours ce plan-là où tu le vois arriver. Avec la maison à vendre. Ouais. Et moi, à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire, il va finir par acheter cette maison. Ça aurait été hyper drôle, n'empêche. Non, Owen s'est renseigné pour savoir si c'était bien une bonne opération pour acheter. Bah, je me suis posé la question. J'en étais sûr. Je me suis dit, tiens, c'est marrant de devenir boulanger dans la campagne. Est-ce que je supporterais? Petite info aussi, anecdote. Donc le rôle principal qui est joué par Félix Kissil, je sais plus comment ça se dit exactement. De base, c'était Anthony Bajon qui devait jouer le personnage. Et finalement, ça a été annulé. Je suis très content que ce soit Félix. Cet acteur est vraiment très bien. Qui est vraiment cool, que je connaissais pas du tout. Est-ce que je suis la seule à m'être fait la réflexion, dites-moi, c'est vraiment le seul village, enfin là où je trouve que Alain Guiraudy, il est complètement taré et il invente complètement un univers propre à lui, c'est que putain mais c'est le seul village du terroir français dans le trou du cul du monde où tout le monde est ouvert à l'homosexualité, genre tout le monde est homo. Je sais pas, non, je pense pas. Mais parce si que ça choque personne, regarde le flic qui voit que. Mais le flic qui voit que tout le monde couche, enfin qui va coucher avec tout le monde, tous les mecs et tout, le flic il s'en bat la race, genre. Bah non, justement, je suis pas d'accord. C'est un peu, ça s'entremêle le meurtre et le fait d'être gay s'entremêle un peu, non? C'est pas un peu genre on le cache et justement pour cacher le meurtre, on fait croire qu'on cache l'homosexualité. C'est ce que fait un moment le prêtre et Jérémy. C'est que pour pas que le keuf comprenne ce qu'a fait Jérémy, ils font passer le secret par leur homosexualité. L'homosexualité devient un alibi. Mais moi je devient trouve ça très rigolo comme ressort. Est-ce qu'on a vu les chiffres de Théorème De Théorème, non, alors je peux te les trouver, mais je les ai pas sous le coude là. Les chiffres de Miséricorde. Mais en tout cas, les chiffres de Miséricorde, je les ai. Le budget c'est 3 millions d'euros. Alors, concernant la première semaine, donc, qui est la même que celle de l'Amant Ouf, il a fait 80 068 entrées, 5ème des nouvelles sorties. Derrière, donc, l'Amant Ouf, Smile 2, C'est le monde à l'envers, et Croquette le chat merveilleux pour un box-office d'environ 500 000 €. J'ai vu l'affiche de Croquette le chat merveilleux. Comment, en tant que parent, tu te dis, il faut que j'emmène voir mon gosse? Quand à côté, t'as des trucs comme Vice Versa ou Le Robot Sauvage. Transition. Transition, les rattrapages. On est 4 à avoir vu le robot sauvage. En vrai, je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je trouve que c'est très bien. Les gens sont peut-être un peu trop subjugués. Moi, ça m'a pas fait l'effet DreamWorks d'autres films de DreamWorks que j'adore, comme Shrek, comme Spirit. C'est super cool. Je trouve que l'animation est assez paresseuse. Ah bon? J'ai l'impression. Quand je vois le chapeauté, quand je vois tout ce que fait maintenant ce que font les films d'animation, j'ai l'impression que là, le film n'a pas voulu non plus aller genre. Tu sais, dans l'animation très léchée avec plein de techniques d'animation différentes, tu vois. C'est une expérience. Moi, j'ai adoré, moi, personnellement. Non, j'ai kiffé, mais j'ai pas l'impression que le film est allé
Comme pourraient le faire les précédents DreamWorks, tu vois. Pareil, j'ai un peu la même impression pour le style d'animation. C'est le truc qui m'a le moins conquise, je pense. Mais j'ai adoré le film, je l'ai trouvé magnifique. Et pour le coup, je crois que c'est un des DreamWorks qui m'a le plus touchée. Je crois pas avoir chialé devant un DreamWorks dans ma vie, à part peut-être Spirit. Mais après, j'ai vu quand j'étais petite, donc ça se compare peut-être pas. Mais là, franchement, je serais que tu chiales pas devant, quoi. Les oignons. Enfin, Les en vrai, L'âne, Shrek, tu pleures de rire. Mais Kung Fu Oui. Panda 2, Kung Fu Panda même. Kung Fu Panda 2. Mais pour moi, le robot sauvage, en termes d'émotion, il atteint vraiment un truc, un sommet, tu vois. Parce qu'on est devenus des vieux cons. Ouais, carrément. Vous êtes aigris. Non, mais c'est pas. Je trouve même pas que c'est le film d'animation de l'année. Mais il marche super bien, je pense qu'il y aura, Ouais. ça va leur faire Ouais, c'est faire celui une que j'ai suite. préféré pour l'instant. La suite est programmée de toute manière. Oui, voilà. Ok. Jérém, à un autre film d'animation, tiens, le Transformers. Transformers One. Rien à foutre de C'est Transformers. meilleur que le robot sauvage. Non, quand même pas. Non, Non. j'abuse. Non, il est très bon également. J'ai trouvé très bon également. En fait, je sais pas quoi dire parce que en vrai, il est vraiment bon et je trouve que la scène finale met une claque à pas mal de films live action qui sont sortis cette année en termes de blockbuster. Vraiment. Je suis sincère quand je dis ça. Genre vraiment tout ce qui est Madame Web, tout ça, les séquences finales de films comme ça, et elles se font laminer par la séquence finale de Transformers One. En même temps, Madame Web. Bon, je sais, c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est sympa. Les persos, ils sont attachants. Bon, Bumblebee, il a encore le personnage un peu sidekick, rigolo, et un peu moulin à parole qui fait un peu chier parfois, et parfois c'est trop. Mais autrement, non, c'était un bon moment que j'ai passé devant. Ok. Bonne reco. Stella, t'avais quel film? Oui, du coup, j'ai vu Sauvage. Mais oui. Ouais, oui. Bah oui, je peux parler de Sauvage. En plus, je l'ai vu juste avant d'enregistrer le podcast. Vraiment, je sors de la séance, donc vraiment à chaud. Je crois que je suis la seule du coup à l'avoir vu ici. Carrément. Honnêtement, c'était pas non. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était le film d'animation de l'année. Alors en termes d'animation, je trouve ça très beau parce que stop motion, parce que pâte à modeler. Et je trouve qu'il y a toujours un côté plus charmant quand c'est genre d'animation artisanale. Plutôt que pour le coup, je préfère vraiment cette animation-là au robot sauvage. Mais par contre, en termes d'émotion, j'ai pas trouvé ça dingue. Bah voilà, en fait, c'est un film d'animation écolo pour enfants, pour les sensibiliser à ça, mais du coup de manière très simpliste. Je trouve qu'il creuse pas très loin. Les choses, elles sont vraiment formulées de manière la plus crue possible à chaque fois. Moi j'ai pas vu Sauvage, mais j'ai vu Ma vie de courgette, et peut-être que le problème du coup de Sauvage, ce qui était bien dans Ma vie de courgette, c'est que ça prenait le point de vue des gosses. Donc c'est pour ça que c'était simpliste. Ça te paraît comme le truc hyper d'horrible, quoi, de gosses en orphelinat, en maison de foyer qui n'ont pas leurs parents, certains qui sont morts, d'autres qui sont dans la drogue, d'autres qui ont été renvoyés dans leur pays. Donc le film était abordé des sujets très durs et très qui encore aujourd'hui font débat à cause des gros racistes. Ma vie de courgette, ce qui était bien, voilà, c'est que ça suivait, c'était très naïf, très simple aussi sur ces sujets-là, mais parce que c'était des enfants. Et donc je sais pas, dans Sauvage, est-ce que les personnages principaux c'est les enfants, ou alors est-ce que c'est juste le peuple qui habite dans la forêt? Oui, donc les peut-être personnages que préférés, c'est les enfants. c'est peut-être pour ça, c'est que c'est pour les gosses parce que c'est des gosses, et que du coup les problèmes beaucoup plus durs et plus longs à expliquer, bah tu vois, dans Sauvage, c'est pas fait pour ça, quoi. Mais ça se voit, hein, d'une manière, ça se voit que c'est le point de vue, qu'on adopte le point de vue d'un enfant. Et du coup, je trouve que ça. Bah, quand tu vois ça et que t'es un adulte, ça perd pas mal de cohérence globale. Mais du coup, j'ai pas été très très touchée par le film, même s'il était très beau. J'ai des plans en tête, c'est des très beaux tableaux. Mid. Ouais. Donc Monsieur Aznavour, que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première début septembre, je sais pas à quelle occasion d'ailleurs, mais en tout cas c'était disponible, je l'ai fait. Biopic qui vient de sortir, donc il y a tout juste une semaine, là. Enfin hier et une semaine pour les auditeurs. C'est un biopic qui a l'ambition des films français de cette année dont on a pu évoquer juste avant, donc L'amour ouf, Mon Comte de Monte Cristo ou Emilia Pérez. Pour moi ça c'est ce genre de film qui a ce genre d'ambition là, et qui le réussit très bien selon moi. Je sais que les critiques sont pas ultra fans du film, mais moi en tout cas ça a fonctionné. J'ai aimé l'ambition qu'avait le film, surtout que c'est réalisé par Mehdi Diarra et Grand Corps Malade, qui pour moi ont fait déjà deux superbes films que sont Patient et La vie scolaire. Ce que j'ai aimé dans ce biopic, c'est que c'est pas le biopic qui va t'encenser la personnalité dont il fait le biopic. Tu vois, il va te montrer que parfois oui, c'était pas non plus, parfois c'était c'est peut-être un terme fort, mais parfois c'était un connard, parfois c'était enfin voilà. C'est pas le biopic qui va t'enjoliver toute la carrière de son sujet. Donc c'est ça dont j'ai apprécié. Après, j'ai l'impression que de manière générale, il y a la plupart des biopics
montre beaucoup la part d'ombre des artistes qui traitent. Hein. Moi, je pense au biopic déjà de Claude François, le biopic de Nina Simone, alors comme ça. C'est très sur les films, sur les biopics français peut-être, je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est un truc. Moi qui suis peut-être plus habitué aux biopics américains ou anglo-saxons, peut-être que c'est pour ça que je trouvais ça différent. Celui de Nina Simone, par exemple, il est américain, il montre aussi une part. Après, je l'ai pas vu, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Mais moi, voilà. En tout cas, c'est un film que j'ai apprécié. Je trouve que il me fait une putain de performance, voilà. Donc, c'était pareil, un film que je recommande, pareil. Et enfin. J'ai eu le temps d'aller voir Challenger et non pas Challengers, à ne pas confondre. Il y en a un c'est Zendaya, l'autre c'est Alban Ivanov, donc il y a 2 poids 2 mesures. C'est un bon film du dimanche soir sur la 2. Voilà, j'ai pas plus à dire sur le film, franchement, oui, c'est marrant parfois. La fin m'a prise quand même, j'étais dedans à la fin, tu vois, parce que ça parle, pour ceux qui savent pas de quoi ça parle d'un mec qui fait des combats de boxe un peu amateurs et qui se retrouve à être sur le devant de la scène, un peu à la Rocky, quoi. Mais vraiment, le combat final, je sais pas, il m'a pris, j'étais dedans, donc c'est que le film a quand même réussi le job tout en me faisant marrer et passer un plutôt bon moment. Donc c'est un bon film du dimanche soir sur la 2, quoi. La 2 ou la 1 ? La 2 parce qu'il n'y a pas de pub. Très important le contraste. C'est un film de boxe, du coup, c'est sympa les combats. Genre, est-ce qu'ils tentent des petits non, c'est pas. Tu vas pas pour la mise en scène des combats, je pense. Hein. Si tu vas, c'est pas pour ça. Tu vas pour quoi du coup ? Pour le potentiel que ça te fasse marrer, et puis bon moi ça a réussi son taf à ce niveau là, quoi. Je me suis bien marré à certains moments, et puis voilà. Stella, est-ce que t'as un dernier rattrapage au cas où ? Est-ce que Smile 2 ça compte du coup ? Ouais, vas-y, en 2 minutes. Ouais, écoute, j'ai rien noté sur le film pour le coup. Donc, moi je l'avais vu en avant-première au Grand Rex. Et ayant vu le 1 bien sûr avant, je l'avais vu l'année dernière je crois le 1. J'avais déjà pas aimé le 1. En fait, je trouve que pour le coup, c'est pas du Blumhouse, mais ça ressemble vraiment, quoi. C'est quasiment similaire. T'as peut-être juste un petit peu plus d'ambition en termes de mise en scène, de construction de plans, etc. Mais sinon, c'est à peu près pareil dans les screamers, dans tout le côté un petit peu faussement psychologique. Voilà, et donc le 2, je trouve qu'il suit pas mal cette lignée-là. Un peu mieux dans justement le côté psychologique, peut-être qu'il va un peu plus loin, même encore une fois, côté esthétique aussi. C'est à peu près pareil globalement. Ouais, elle fait l'actrice principale, c'est une belle perf aussi. Je me souviens plus du. Naomi Scott. Voilà, Naomi Scott, qui était pas mal. Elle n'avait pas joué dans le 1 d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, belle performance, beau jeu d'acteur pour le film, mais ça casse pas la baraque. Hein, mais Smile. c'est genre pas super long comme film non plus. 2h12. Ouais, il vraiment, et même au visionnage, ça paraît très long. Vraiment, avec mes potes, on était en mort cérébrale. Je me suis endormi 2 fois devant. Ah oui, d'accord. T'as eu le temps de t'endormir 2 fois devant, quand même. J'ai eu le temps de m'endormir 2 fois devant. Hein. Et pour le coup, s'il y a une petite comparaison que je pourrais faire avec Smile, c'est vraiment Action Vérité. Moi, je trouve que Smile, c'est juste la version pas Blumhouse de Action Vérité. Moi, quand tu me dis Smile et Action Vérité, j'ai l'impression que c'est vraiment les films d'horreur Wish, tu vois, oui. que tu donnais un peu à tout le monde et t'en mode ouais, ok. C'est ce qui était un peu les énièmes suites de Paranormal Activity 10 ans auparavant. Et même ça, c'est mieux, je pense. Oh oui, quand même. Oh oui. Oh, il y a des suites de Paranormal Activity qui se valent. Hein. Après, il y en a, c'est de la grosse merde. Hein, le 3 est génial. Voilà, merci. Je sais pas, j'ai pas vu. Et le truc avec les latinos, là, il est très drôle. Le truc avec les latinos. Paranormal Activity, The Market Wants. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Il est génial, il est très très drôle, mais très très bien. Et c'est sur cette recommandation qu'on va conclure la première partie de l'émission, mon ami. On va revenir doucement vers l'amour ouf, puisque Jérémy a décidé de parler de François Civil en chiffres. Alors pour aujourd'hui, j'avais le choix entre faire les chiffres d'Adèle Exarchopoulos ou ceux de François Civil. Les deux me tentaient bien, alors vous avez eu le choix. Et vous avez donc décidé de parler des chiffres de François Civil. Pas moi. Et je vous remercie parce que au moins j'ai pas à dire Exarchopoulos je ne sais combien de fois dans la chronique. Je tiens à préciser que les chiffres du box-office ne vont pas prendre en compte l'amour ouf qui vient tout juste de sortir et que j'ai pris en compte tous les films dans lesquels il a joué, que ce soit un rôle principal ou juste une petite apparition. Commençons. François Civil, c'est 19 ans de carrière depuis son premier rôle dans Le Cactus datant de 2005. C'est 30 films à son actif en comptant l'amour ouf. Et 26, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels Civil a travaillé.
Il a travaillé au moins 2 fois avec 3 réalisateurs, dont un où c'est un peu de la triche, parce que Martin Bourboulon, avec les 2 parties des 3 Mousquetaires que j'ai considéré comme 2 films distincts, donc c'est un peu de la triche, mais il a techniquement fait 2 films avec lui. Romain Cogitor pour Nos Résistances et Une Zone à Défendre, et le réalisateur avec lequel il a le plus travaillé, c'est Cédric Clapiche, avec qui il a fait 3 films, Ce qui nous lie 2 mois et encore. On peut noter qu'il a joué avec des réalisateurs reconnus en France, tels que donc Cédric Clapiche, comme je viens de le dire, mais également Laurent Tirard, Yann Gozlan ou encore Cédric Jiménez. Mais c'est surtout avec certains acteurs et actrices françaises que c'est le plus impressionnant, car on l'a vu aux côtés de Vincent Cassel, Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet, Gilles Lelouch, Karim Leclou, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Pio Marmaille, Romain Duris, Anna Girardot, Reda Kateb, Eva Green, et on pourrait encore continuer. Donc c'est une sacrée carrière, en tout cas avec les personnes avec qui il est dans les films. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est Macadam Baby, avec 7,3 sur 10 de moyenne, mais seulement avec 30 volts, donc pas tellement significatif. Donc officiellement c'est ce film là, mais autrement juste derrière avec 7,1 sur 10, il y a 3 films à égalité. Est-ce que vous pouvez deviner lesquels c'est ou pas? Le Chant du Loup. Non. Hein? J'espère qu'il y a Five. Non. Oh putain, merci. 2 mois? Non, alors je vais vous Encore. le dire. Il y a encore, en effet, il y a encore, et les 2 autres, c'est donc L'Amour Ouf qui a 7,1 Et également. D'Artagnan. Et non, Molière. Ah. Ok. Et à contrario, son film le moins bien noté, c'est 15 ans et demi, son 3e film dans lequel il est apparu, avec 4,9 sur 10. Et au-dessus, il y a Five. Bah oui, du coup, vu que Toi, c'est... Il est pas bien noté? T'as vraiment pas aimé Five? Je Détesté. sais T'aimes pas, J'ai détesté. j'ai ouais. pas vu, je n'ai pas la note IMDb sous les yeux. C'est nul. C'est très nul. Mais en tout cas, sachez que François Civil a joué dans des films notés en moyenne 6,3 sur 10. Parlons box-office maintenant, et surtout box-office français. Je vais quand même vite fait évoquer le box-office américain, car François Civil, niveau box-office US, c'est quand même 22,5 millions de dollars, donc quasi l'intégralité dans le seul film américain de sa carrière, c'est-à-dire Catacombe. Je l'ai vu aussi. Et alors? Je l'ai vu aussi, mais Il apparaît rapidement, quoi. Enfin, Non, mais le film est. le film est pas ouf. Hein. c'est un mauvais fan footage C'est- comme à l'époque. Et d'ailleurs, c'est par le même réalisateur que Poughkeepsie Tapes. J'ai eu le rapprochement mental quand j'ai vu le nom la dernière fois. Niveau mondial, et malgré les gros succès qu'il a pu avoir en France, c'est quand même Catacombe qui a engrangé le plus de recettes, avec près de 42 millions de dollars de recettes mondiales. L'ensemble des recettes mondiales des films dans lesquels François Civil a joué s'élève à un peu moins de 195 millions, et avec une moyenne à 9,7 millions par film. En France, ce n'est bien évidemment pas Catacombe qui est son plus grand succès, mais Les 3 Mousquetaires d'Artagnan qui a fait le plus d'entrées, avec 3 337 706. Et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées est son film le mieux noté sur IMDb, le fameux Macadam Baby, sorti en 2013 avec 555 entrées. Wow, c'est rien! Donc si vous faites partie des 555 personnes ayant vu ce film au ciné, considérez-vous comme unique. 7 des films avec François Civil ont dépassé le million d'entrées en France, avec 3 films ayant dépassé les 2 millions, et donc les 3 Mousquetaires ayant dépassé les 3 millions. Au total, les films avec Civil, c'est plus de 17 millions d'entrées en France, avec une moyenne de 813 000 entrées. Au niveau des récompenses, François Civil, c'est 10 nominations dans des cérémonies de récompenses pour 6 victoires, dont le prix de la révélation masculine au Festival de Cannes 2019. 4, c'est le nombre de collaborations entre François Civil et Pierre Ninet, car on les met souvent en comparaison, mais ce sont des acteurs qui se sont régulièrement croisés à l'écran. On a vu ces 2 interprètes dans 4 films, 20 ans d'écart, Mon Inconnu, 2 mois, et bien évidemment Five, mon cher Fred. C'est horrible. Mais le nombre d'œuvres monte à 7 si on ajoute les 3 séries dans lesquelles ils apparaissent tous les deux, Casting, La Flamme et Fiasco, sorti cette année sur Netflix. Ah, mais oui, je viens de repenser à François Civil dans La Flamme. C'était drôle. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Passons à nos chiffres sur la filmographie de François Civil en reprenant L'Amour Ouf dans les comptes. Alors donc au nombre de films vus avec François Civil dedans, on a une suite arithmétique à plus 2, car Stella est à 4, Owen et Fred sont à 6, et moi-même suis à 8. T'as utilisé un terme mathématique, c'est wow, ça m'a perdu. Ouais, voilà, les courants. 3 films avec François Civil ont été vus par tous, L'Amour Ouf bien évidemment, car on vient d'en parler, mais également la première partie des 3 Mousquetaires, et enfin Bac Nord. A contrario, 20 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont notamment Ceux qui nous lient, Burnout, ou encore Une Zone à Défendre. À savoir que donc seul Stella n'a pas vu un film que tous les autres n'auraient pas vu, puisque Fred est le seul d'entre nous à avoir vu Five. Horrible. Horrible. Je veux l'échanger Mais- contre le chant du loup. Mais j'ai commencé. En fait, ça compte pas parce que je l'ai vu à moitié. C'est horrible, tu sais que dedans ce qu'il fait? Il joue le cliché d'un rasta blanc Oui, je sais. Mais je te dis, je suis à la moitié. Je qui vais baise et finir ce soir. qui fume. Horrible. D'accord. C'est horrible. Ouais. Owen est le seul d'entre nous à avoir vu 2 mois, Oui, mais c'était de Cédric Clapiche d'ailleurs, c'est plutôt C'est bien. ça. C'est très dépressif, mais c'est plutôt bien. et moi-même je suis le seul à avoir vu Mon Inconnu. Hmm. Pareil, super petite reco, c'est super bien aussi. Mon Inconnu. J'avais failli aller le voir, mais je sais pas, je m'étais ravisé.
Et au niveau des films qu'une seule personne d'entre nous n'a pas vu, bah vous le savez maintenant, puisque c'est Fred qui est le seul à ne pas avoir vu Le Chant du Loup. Bouh un peu, ouais. Trop nul. En vrai, essaye de le récupérer au cinéma. Parce que. Ah ouais, non, j'avoue, le l'expérience son, ouais. en salle. Ah comme ouais, ça. le son, c'est quand même quelque chose. Moi, je l'avais vu 2 fois au cinéma, quand même. Parce que c'était vraiment impressionnant. C'est mon film préféré de l'année, je crois. Ouais, carrément. Moi, j'ai une petite anecdote concernant ma maman et François Civil. Ma maman était amoureuse de Gaspard Ulliel. Et moi, mon objectif dans la vie, ça a toujours été de lui trouver des nouveaux crushs acteurs, tu vois. Elle était fan de Robert Redford, elle était fan donc de Gaspard Ulliel, de Brad Pitt quand il était jeune. Et du coup, j'ai essayé de lui montrer François Civil. Tout le monde me disait qu'il était plutôt beau. Elle a regardé, elle m'a fait il a une grande bouche. Oh mon dieu. Voilà. C'est terrible. Ah, dans le sens genre bien ou pas bien? Non, il a un sourire beaucoup trop large, trop grosse Putain, dentition. mais il serait parfait dans Smile alors. Ou en Joker. Ah, d'ailleurs, le mec de Terrifier L'enfer. veut jouer le Joker. Pardon? Le mec de En fait, Terrifier. c'était une transition. J'ai faudrait bien faire- entendu. C'était une transition moi aussi. Ah, pardon. Ah, shit. Ah, mais oui, parce qu'il y a un Ah, bah oui, il y a le Joker. Pardon. Ah oui. Stella, on approche de la fin de l'émission. Oui. Et c'est toi qui es la détentrice de la carte Joker. Mais c'est con, parce que nous, on sait très bien quel est ton Joker. Tu veux Oui. pas changer comme ça et d'un coup nous surprendre? Le Joker. Non, bah non, là j'ai pas, et ben du coup il faut que j'en parle quand même du festival. Hein. Bah vas-y, fais-toi Bah, plaisir. vas-y. À quel festival étais-tu la semaine dernière? Au festival de la Roche-sur-Yon. Ouais. Nous aussi, on y a été. Pas moi. Ah, c'était à 4 ans, bordel. C'était en 2020. Mm. Pleine période du Covid. Ça Quand date, on y était, oui. ils étaient en train de reconfiner Paris. Ouais. Et nous, on a été en mode, on fait une soirée? Ouais, Allez. tu m'avais dit que c'était pendant cette période, j'étais en mode, waouh, ça a dû être super fun quoi. Mais toi, ton festival à toi. Mais moi, du coup, mon festival à moi, alors on y est allé à 7. C'était très très drôle. Je crois que c'était à La Roche-sur-Yon, pardon. Oh my goodness. Ah ouais, là, ouais, tu peux. Tu Pas peux. censé rigoler, hein, On c'est très honteux. t'autorise, mais. Je l'apprécie, je l'apprécie. Donc on y est allé du vendredi au dimanche et j'ai pu voir 15 films, je pense, en comptant des courts-métrages. J'ai dû voir 11 longs-métrages, je crois, en 3 jours. Pas Donc, mal. Ouais, c'est pas mal, je suis assez contente. On a plutôt enchaîné. J'ai vu quelques bons films, il y avait une super ambiance en vrai. Mais après j'ai fait ça avec des potes donc ça altère peut-être le truc. Il y avait pas tant d'invités, en tout cas moi j'ai pas vu tant d'invités. Enfin si par exemple il y avait Azanavicius qui y était, mais moi j'ai pas été voir son film. Il a fait un nouveau film d'animation. Ouais, mais je suis pas allée le voir, ça m'intéressait pas. À côté de ça je suis allée voir Les Chaussons Rouges de Michael Powell. J'ai rattrapé Les Chaussons Rouges et c'était trop bien. Je vois pas du tout c'est quoi. Tu vois pas ce que c'est? En fait, c'est une adaptation d'un conte d'Andersen et c'est trop beau. En fait, c'est un ballet. Mais oui, ok, je vois, c'est bon. Film des années 50, c'est ça? Et, 48, même, 48, je l'ai ok. sous les yeux. Trop bonne rétro. J'ai vu une autre rétro, j'ai vu Akira aussi, que j'avais pas vu avant. Mais pour le coup, j'ai pris que 4-5 films dont je voulais parler un petit peu et Les Chaussons Rouges en fait partie. Pour le coup, c'est un film qui est visuellement époustouflant. Vraiment, bah, du coup, c'est une des premières apparitions au cinéma de Technicolor et c'est vraiment Technicolor dans toute sa splendeur. Les couleurs vives, la qualité d'image, le grain, etc. Il y a tellement de charme. Et en fait, il y a un truc qui est emblématique du film aussi, c'est la scène de ballet de la fin qui dure 15 minutes d'affilée. Et en fait, du coup, tu suis quasiment... Enfin, tu as l'impression de suivre l'intégralité du ballet en fait pendant 15 minutes et les plans sont tous plus bluffants les uns que les autres. Voilà, c'est juste magnifique. Donc Les Chaussons Rouges, petite rétro sympa. Ensuite, je vais parler pour le coup de 3 films d'actualité. Ok, je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé dans ceux que j'ai aimé. Bird. C'est lequel celui-là, Bird? Ça sort Avec Barry Keoghan. le 1er janvier Oui, 2025. avec Barry Keoghan, exactement. La réalisatrice, c'est Andrea Arnold. Andrea Arnold, voilà. Et donc avec Barry Keoghan, effectivement, son nouveau film, et Franz Rogowski aussi. Donc voilà, bah, il m'a encore une fois bluffé. Dans Freaks Out, j'étais déjà super malaisant, et dans celui-là, mais pareil, il a un truc, parce qu'il a une gueule vraiment qui est trop glauque en fait, ce gars. Je dis pas ça parce qu'il a un bec de lièvre, hein, c'est juste, et même sa manière de jouer, genre elle est toujours
étrange, il est dans l'exagération et à la fois il a tout le temps un petit côté flottant, un peu mystique et tout. Donc voilà, qui s'est retrouvé dans ce film-là. Petit twist, ce film est un film fantastique. Au début, je ne pensais pas du tout que ça allait être le cas. Je pensais que ça allait vraiment être un film un peu genre d'auteur, très calme, où on se fait chier et tout. Et la personne qui présentait le film avait vendu le truc comme juste un film qui explore la jeunesse en fait et la construction de soi quand t'es adolescente. Et c'est aussi un super bon film sur le prolétariat, genre vraiment des prolétaires anglais dans des banlieues pourries de villes côtières, machin. Putain, c'est ouf. Le film, tu sais, il est poisseux. Et le truc, c'est que le prolétariat, il est pas représenté d'une manière où t'as l'impression que c'est un facho qui l'a fait. Il est représenté avec un regard extérieur qui ne porte pas de jugement et qui ne porte surtout pas de jugement négatif, qui n'apporte pas une vision un peu en mode regarde-les, les ploucs et tout. Genre, ils nous montrent juste ça en mode regardez, ça, c'est ce qui se passe dans une grosse partie de la population dans le monde. Et c'est ok, en fait, les gens, ils sont légitimes de ressentir ce qu'ils ressentent, ils sont légitimes d'avoir ce genre de vie et d'avoir ce genre de mentalité en fonction de leur mode de vie et tout. Et ouais, je trouve que sociologiquement parlant, le film était très juste. Il sonnait très juste, les acteurs étaient tous très bons. Barry Keoghan, moi pour l'instant, c'est que des réussites. Hein. J'ai eu aucun raté avec cet acteur. Ensuite, le film que t'as pas aimé. Ensuite, le film que j'ai pas aimé, Planète B. Oh non, je veux le voir. C'est vrai ? Ouais, je sais, il sort le 25 décembre, j'ai envie de le voir. Et bah c'est super mauvais. Voilà. Merde. De Aude Léa Rapin. Waouh, mais il y a beaucoup de films de réalisateurs. Oh putain, j'ai 3 films sur 4 là dont je veux parler qui sont des réalisatrices et pas des réalisateurs. Trop cool. Bah c'est cool. Ouais, très très cool. Par contre, du coup, Planète B, dommage pour elle parce que son film est vraiment pas bien. Alors, j'ai un avis un peu plus mitigé que les gens avec qui je l'ai vu, où vraiment ils ont défoncé le film de A à Z. Globalement, Planète B, c'est un film de SF. C'est censé se passer, je crois, en 2039, ouais, exactement. C'est censé se passer en 2039. Ça parle un peu de tous les trucs, de tous les du même truc que tous les films de SF abordent, les films de SF pas bons, je précise. Globalement, ça parle d'éco-terrorisme, d'État autoritaire qui veut oppresser les militants et les gens qui veulent défendre la planète parce que la planète, elle est en train de mourir, machin. Enfin, c'est des trucs de SF un petit peu mauvais, quoi, où ils prennent des thématiques qui sont actuelles et ils en exagèrent les traits. Et en fait, c'est toujours la même chose. Donc, c'est un peu le principe de la dystopie, non ? Ouais, mais on en a Mauvaise. marre de voir quand on en a marre de voir toujours la même chose, et surtout quand c'est bien fait encore. Oui, là c'était vraiment pas le cas. Waouh, le film est super moche, quoi. Et je crois qu'il y a pas mal de budget en fait. C'est ça qui est étonnant. Jérémy, je veux voir, ouais, en fait, parce que je sais que je laisserai l'ai. Donc, vérifier. Mais voilà, donc ça montre vraiment un monde qui est ravagé par la misère et des cités sales et qui sont modernes à la fois. Et il y a plus vraiment de contrôle de l'État. Et puis tout le monde rentre dans des bâtiments avec des QR codes à la place, avec un contrôle de lentilles, machin. Voilà, globalement, la photographie elle est moche. Le film est super long. 1h58. Ouais, bah voilà, mais ça paraît tellement long pour rien. Hyper étiré, la fin. En fait, pendant tout le milieu du film, le film est étiré, et la fin, elle finit en 2 minutes. Pour de la SF, 5,6 millions d'euros, c'est pas non plus énorme. Hein. L'Empire, Ouais. ça avait coûté 8 millions, par exemple. Ouais. Ah, c'est la petite SF française. Au niveau du jeu d'acteur, je crois que j'avais relevé un truc. Il y a pas d'Alex Arcopoulos dedans, Bien sûr, si, il y a Alex Arcopoulos, hein, complètement. Et il y a Souheila Yacoub. Yacoub, voilà. Les jeux d'acteurs sont pas bons. À la limite, ceux des protagonistes, ça peut aller. Par contre, tous les acteurs secondaires, c'est catastrophique. Soit le film, des fois, il veut se donner des petits sous-tons humoristiques et tout, alors que y a jamais rien de drôle aussi. Oh bah ça fait plaisir, j'avais envie de le voir. Je sais pas si je vais y aller Oupsie. finalement. Et en vrai, gros male gaze aussi, je trouve. Petit spoiler, le film, il laisse entrevoir une histoire d'amour à un moment entre Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub. Je sais pas, le regard est dessus, il est malsain. Et même d'ailleurs, il y a aussi un male gaze sur le corps de Souheila Yacoub. 2 fois, on voit ses seins dans le film. En plus, le film, du coup, sur cet aspect-là, j'ai l'impression que le film, il veut donner des faux airs de film de genre, alors que, en vrai, non, pas du tout, quoi. C'est juste super mal fait. Voilà, donc petit flop pour Planète B. Et le moment fatidique arrive où je parle de mon film coup de cœur du Festival de la Roche-sur-Yon. Et ça, je voulais absolument en parler à un moment. Je suis très contente de pouvoir en parler là. C'est Your Monster, réalisé par Caroline Lindy. Ça ne me dit rien
Alors, et c'est normal, on n'en a absolument pas entendu parler. En même temps, il n'est pas sorti en France encore, vu que il fait encore le tour des festivals. Il n'a pas de Il distributeur. n'a pas de distributeur en France, il n'y a pas de date de sortie en France encore, et je suis dévastée. Je suis absolument dévastée par cette nouvelle. Et je vois qu'il sort demain aux États-Unis. Oui. Le 25 Oui, octobre. oui, il y a une date de sortie aux États-Unis en octobre, mais en France, que dalle. Donc je suis absolument dégoûtée. En gros, Your Monster, c'est une comédie musicale horrifico-romantique. Ça a été réalisé sur la base d'un court-métrage de Caroline Lindy, justement, qu'elle a fait en 2019, qui porte le même nom, et du coup, elle en a fait un long. Les 3 acteurs principaux sont Melissa Barrera, qu'on a aussi vu dans Scream 5 et 6, et dans Abigail. On a aussi Tommy DeWee, qui est un producteur télé et un acteur dans des films qui sont pas très connus, et on a Edmund Donovan, qui a joué un petit rôle dans Civil War, qu'on a pu apercevoir dans Civil War. Petite anecdote, j'étais un peu surprise de le voir tout à l'heure. Son rôle dans Civil War, le doublage, la version québécoise du doublage de son personnage, c'est Xavier Dolan. Dolan, c'est ça, oui. J'en étais sûr. Quand tu... Ça me fume de rien. J'ai vu ça, j'étais en mode waouh. Et on le voit vraiment 5 minutes dans le film, tu vois. Quand tu parles de doublage québécois, c'est forcément Xavier Dolan, c'est vrai. Qui doublait Andy dans Toy Story premier du nom en 95. Qui doublait Ron Weasley dans Harry Potter. C'est ouf. C'était Xavier Dolan. Oh non, c'est terrible. Et ouais. Pour revenir du coup juste sur ce que j'ai aimé dans le film, outre le fait que ça soit un film qui possède toutes les caractéristiques pour me plaire, c'est une comédie musicale, c'est horrifique, et il y a des tubes des années 60 tout le long du film. Oui. Voilà, c'est vraiment c'est une pépite et incroyable, c'est trop beau, c'est trop touchant. C'est un film indépendant avec un petit budget, mais du coup en fait tu vois que c'est un film indépendant parce que c'est un film qui est passionné. Les gens qui l'ont fait, la réalisatrice et tous les gens qui jouent dedans, ça se voit qu'il y a une passion et il y a un vrai désir créatif en fait. Le film il propose beaucoup d'idées et qui est super bien réussi dans sa mise en scène. Il est vraiment très beau alors que du coup il y a vraiment peu de budget pour le coup, et dans son message aussi, parce que c'est une comédie musicale. Les comédies musicales souvent il y a quand même un message un petit peu deep, surtout aujourd'hui, et il y a vraiment un message sur le développement personnel qui est subtil et qui est très juste. En fait le film se fait passer pour un film romantique. Globalement c'est une sorte de remake de La Belle et la Bête en fait. Le film il te donne pas un regard sur l'amour de l'autre, il te donne un regard sur l'amour de soi. Il encourage les personnes qui s'aiment pas assez soi-même à regarder genre au fond de soi et à trouver leur vraie valeur au lieu de s'accrocher à des personnes qui ne la voient pas ou qui ne la verront jamais. Donc voilà, pour ça il est très très beau et il tape très juste, c'est très subtil. Typiquement ce truc avec la bête et tout, en fait la bête c'est juste, ça part éclairée d'elle-même, la bête elle est que dans sa tête, mais du coup elle s'imagine une romance avec, etc. Et en fait c'est la part d'elle qui veut guérir en fait, et on voit qu'à un moment quand elle s'auto-sabote, et que la bête elle disparaît. Enfin c'est trop beau, c'est très bien. Mais je vois qu'il a été vachement récompensé, genre notamment à BIF, il a eu le Corbeau d'Argent. Oui. Au festival de Sundance, il est passé, je sais pas s'il a eu une récompense, tu vois. Donc visiblement là où il a été vu, il a été apprécié. Oui, exactement. C'est ce que je comptais dire à un moment, il a eu un assez bon retour des critiques. Le jeu des 2 acteurs principaux, donc de la bête et de Melissa Barrera, il a vraiment été encensé par les critiques. Enfin, leur alchimie est assez remarquable en fait dans le film. On sent qu'il y a vraiment un truc en fait, et je suis tellement contente de l'avoir vu. Vraiment mon gros coup de cœur, non seulement du festival, mais de l'année. C'est mon film préféré de l'année 2024. Et distribue-le. Oui, je veux. Avec un avis aussi dithyrambique, putain, les distributeurs français, bougez-vous le cul, quoi, merde. Surtout si t'es pas la seule, quoi, à être à ce point extatique en sortant du film. C'est clair. Je pense que c'est un film qui peut plaire à beaucoup de monde. Tu l'as tellement bien vendu, moi j'ai envie de le voir. Hein. Ça me fait plaisir. Moi non. Bah si. T'es sérieux? Ah ouais, même avec le côté horrifique. Je rigole. Non, ça a l'air super cool. Parce qu'en plus, même le côté horrifique, il est pas non plus central dans le film, mais les petites touches qu'il y a, c'est vraiment bien dosé. Super cool. Ok. Un bilan un petit peu de ce séjour au Festival de La Roche-sur-Yon. Un bilan, c'était le premier festival de cinéma pas de genre que je faisais. Ah mais oui. Ouais, c'était genre un cinéma de patrimoine principalement. Il y avait quand même quelques films de genre, hein, bien sûr, mais Planet B, Your Monster, Night Beach aussi avec Amy Adams, un truc qui sort là bientôt en avant-première et tout. C'était super nul d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé mon week-end. C'était un super festival. J'avais jamais fait encore
ce genre de festival avec des films de patrimoine machin, ça me changeait. Et en plus, première fois que je faisais un festival genre avec que des potes. Aller à La Roche-sur-Yon, c'est très cool. Alors, d'habitude, on dit à qui vas-tu donner le Joker, sauf qu'il y a déjà 2 semaines, Julien a filé le Joker à Fred. Donc ce sera à moi. Non. Ah. Il a pas Si. compris. Non, t'aurais dû faire Ah. ta chronique, tu l'as pu, maintenant c'est fini. Ah, ok. Non, ce sera toi le Joker la prochaine fois, sauf si on se trouve encore un invité. Bon, bah c'est fini, les amis. Merci. Merci Stella d'être venue. Merci Merci. encore. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très très cool. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram, sur X et sur TikTok. L'émission, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de streaming comme YouTube. Et on vous fait des grosses bises à dans 2 semaines Et n'hésitez pas à venir au Ciné-Club. de Ciné 7 De Ciné à 7. Paris, Université Cité. Exact. Des bises. Bisous bisous. Salut.